Bonjour à tous. Alors, je vois personne. D'abord, je suis très heureuse d'être là. Merci pour l'invitation. Alors, c'est un exercice pas simple parce que moi, je vais surtout vous parler de Christophe parce que je suis pas très bonne pour parler de moi, mais je répondrai à des questions éventuellement s'il y en a. Le plus important et ce que je souhaitais vous raconter aujourd'hui, c'est avant tout vous parler de cette maison extraordinaire parce que, en fait, moi, j'ai signé pour un job et je suis partie avec une mission. Qui connaît, je vous vois, ça y est, qui connaît la maison Christophe? Voilà, tout le monde. Qui connaît le groupe Chaloub? Très bien. Et alors, qui savait que la maison Christophe appartenait à la famille Chaloub? Eh ben voilà, personne, ou quasi. Alors Florence, tu comptes pas. Hein. Donc, je pense que ce qui est très intéressant de vous raconter, c'est une histoire d'amour. Parce qu'en fait, moi, ce qui me drive dans la vie, je sais pas vous, mais moi, c'est avant tout les histoires d'amour. Et en fait, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que cette maison, c'est avant tout une maison qui a été rachetée par la famille Chaloub, parce que la famille Chaloub, que très peu de gens connaissent, tout d'abord, c'est un groupe qui aujourd'hui est le quatrième plus gros groupe de luxe dans le monde, donc LVMH, Kering, Richemont et Chaloub. Alors c'est vrai que Chaloub, c'est pas comme les autres groupes, à l'origine un groupe avec des maisons de luxe, mais bien un groupe de distribution, le plus gros groupe de distribution pour le coup. C'est une histoire d'amour, pourquoi? Parce que c'est l'histoire d'un monsieur et d'une femme, donc monsieur Michel Chaloub et madame Ouida Chaloub, qui ont commencé leur carrière dans ce groupe, qui clôture le chiffre, je crois, à quelque chose comme 6,3 milliards, donc c'est pas rien, avec une boutique Christophe en franchise à Damas, donc en Syrie. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'ils ont commencé avec cette boutique en franchise en étant littéralement derrière la caisse. Et ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que d'avoir commencé, pour qu'un groupe aujourd'hui qui finisse le quatrième plus gros groupe de luxe dans le monde, avec ce chiffre d'affaires-là, en ayant commencé, entre guillemets, derrière une caisse dans une boutique, bah, c'est une merveilleuse histoire, et c'est avant tout une histoire d'amour merveilleuse d'un couple qui, par passion, pour cette maison, a commencé avec cette boutique. Et ils ont racheté la maison Christophe quand la maison Christophe a eu différents aléas financiers pour pouvoir maintenir cette maison en vie. Et je trouve ça assez extraordinaire parce que c'est une famille catholique orientale avec cette culture que j'appelle la reconnaissance du ventre, c'est-à-dire cette capacité à rendre à celui qui nous a donné. Et dans des sujets de RSE, dans des sujets d'inclusivité, dans des sujets de développement durable, est-ce que c'est pas finalement le nerf de la guerre, à savoir l'amour et rendre à ceux qui nous ont donné en fait? Et moi, ce qui me drive, parce que je bosse pour Christophe bien sûr, mais je bosse aussi pour cette famille merveilleuse, assez méconnue parce que très discrète, c'est cette capacité à avoir rendu à cette maison ce que cette maison leur avait donné au démarrage de la création du groupe. Voilà, je pense que c'était important que je commence par ça, parce que ça vous explique l'intégralité du schéma aujourd'hui entrepreneurial que j'essaye de mener dans cette maison qui aura bientôt 200 ans d'histoire. Ça, c'était le premier statement important à avoir en tête, parce que je suis convaincue qu'une maison comme celle-là, avec les aléas qu'elle a pu avoir, avec 200 ans d'histoire, comme je vous le disais, ne peut pas exister sans amour et sans reconnaissance. Ensuite, le deuxième point qui me paraît être évidemment essentiel, c'est de se rappeler ô combien cette maison est la maison de luxe française. Ne voyez pas par là, de ma part, le moindre, en aucun cas finalement de la fierté. Je suis absolument humble face à toutes les sublimes maisons de luxe qui font 10 fois, 100 fois le chiffre d'affaires que l'on fait. Mais n'oublions pas une chose, cette maison a été créée en 1830. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que la France est un fleuron du luxe dans le monde ? C'est avant tout les maisons industrielles, les maisons qui ont été fournisseurs de Napoléon III. Il y en a 3 encore en vie connues, Chaumet, Guerlain, Christophe. Ce sont des maisons qui ont porté le luxe, qui ont porté la gastronomie. On est connu, la France, dans le monde pour le luxe et pour la gastronomie. Qui mieux que Christophe a pu transmettre ces valeurs-là dans le monde, et qui mieux que Christophe peut être l'ambassadeur, finalement, du bon goût à la française. J'aime aussi raconter l'histoire d'Eugénie Bonaparte, qui a été la première influenceuse de l'histoire, probablement, puisque son goût pour recevoir, pour le faste, et sa passion pour la maison Christophe l'a aussi fait connaître la maison Christophe dans toutes les cours d'Europe, et a fait de Christophe ce qu'elle a été à l'époque, c'est-à-dire la plus grande marque de luxe française. Il faut aussi savoir que Charles Christophe
était un génie entrepreneur, un visionnaire. Et à la différence de tous les autres, que sont des Louis Vuitton ou des Hermès, qui avaient des spécificités métiers, donc Hermès était un sellier, Vuitton était un maltier, etc., Charles Christophe, il n'était pas orfèvre. C'est ça qui est génial, c'est que c'était un visionnaire, c'était un businessman, c'était un entrepreneur. Et lui, il a juste observé la population de son temps, et c'est le premier à avoir démocratisé le luxe. Et je ne citerai pas certaines maisons qui vendent certaines toiles qui ne sont pas du cuir, et avec des jolis logos représentés plusieurs fois sur cette toile, comme étant du luxe. Et moi, j'aime bien me rappeler que cette démocratisation du luxe que ces très belles maisons de maroquinerie ont fait, en vendant de la toile, parfois pas en cuir, dans des sacs, chez Christophe, ça a été fait en 1830 puisqu'il a argenté du métal. Donc finalement, c'est le premier à avoir démocratisé le luxe. À l'époque, il n'y avait que de l'argent massif et les grandes familles d'industriels, qui étaient les Cammando, qui étaient les Pereire, qui étaient les Rothschild, évidemment, avaient que de l'argent massif. Or, c'était le développement des stations balnéaires et donc on voyageait pour montrer également son argenterie, son faste, son statut social. Sauf qu'on se faisait détrousser sur les routes. Et en plus, c'était extrêmement lourd, donc c'était très difficile de voyager avec son argent. Et donc c'est là qu'il a été brillant, c'est qu'il a acheté ce brevet à un Anglais. Oui, l'argenture était anglaise, assumons. Et il a argenté du métal, et donc il a été le premier à démocratiser le luxe, comme aujourd'hui toutes les maisons de luxe le font. Il a été le premier à le faire. Et ça, je trouve que c'est aussi une très jolie histoire. Et c'était un avant-gardiste né, puisqu'il a permis à la petite bourgeoisie française et parisienne d'avoir de l'argenterie, soit du plaqué argent. Alors on n'aime pas le mot plaqué, on parle d'argenterie. Mais c'est intéressant de se dire que finalement, déjà à l'époque, il avait compris que ce qui comptait, c'était la présentation d'un certain statut. Et qu'est-ce qui ressemble plus que l'argent massif à du métal argenté ? C'était absolument brillant. Donc finalement, on pouvait s'offrir des services et des services d'argenterie. Voilà. Et donc ce visionnaire, ce Charles Christophe, qui a aussi été un des cofondateurs du comité Colbert aux côtés de M. Guerlain, qui a également été un des cofondateurs du musée des arts décoratifs, était un monsieur extrêmement engagé dans les arts de la main, dans les arts du luxe et évidemment dans la sauvegarde des arts de la table français. Voilà, ça c'était important pour moi de vous le dire parce que finalement, dans toutes les personnes que j'ai rencontrées ces 2 dernières années, les gens connaissent le nom de Christophe, mais finalement assez peu de gens connaissent le nom de Charles Christophe et finalement assez peu de gens également connaissent la superbe de la maison. Par exemple, les deux victoires de l'Opéra Garnier, dans le 9e, vous passez tous devant tous les jours, c'est du Christophe. Notre-Dame de la Garde à Marseille, s'il y a des sudistes dans la salle, c'est du Christophe. La Statue de la Liberté offerte par la France aux États-Unis a été moulée dans les ateliers Christophe. Il y a du Christophe dans les cales du Titanic, si vous voulez aller vous servir. Il y a du Christophe sur le Normandie. Il y a eu du Christophe sur le premier vol du Concorde, qui était un Paris-Shanghai, avec un produit développé pour Air France, en laque chinoise. Il y a du Christophe dans toutes les cours d'Europe. Il y a un monsieur qui est le grand orfèvre et on l'appelle le grand argentier de l'Élysée, dont le métier full-time job pour l'Élysée est de gérer l'argenterie. Christophe, pour le palais de l'Élysée. Quelle marque a ça ? Aucune. Et c'est pas de la fierté, c'est juste vous dire que cette famille Chaloub, si elle n'avait pas été là, probablement que cette maison n'existerait plus. Et donc c'est important de se rappeler que cette famille française, la famille Chaloub, famille française, a, par reconnaissance du ventre et par amour pour cette maison, maintenu cette maison depuis plus de 30 ans. Et ça, ça donne une force pour se battre quand on apprend tout ça, assez extraordinaire. Donc je dois tout à cette maison et je dois tout à cette famille de me l'avoir confiée parce que, en fait, c'est la définition même d'une belle endormie. Le nom n'a absolument pas été abîmé. Par contre, il y a tout à faire, évidemment, sur le renouveau, parce que même si les produits sont sublimes, la qualité est extraordinaire, ce qui nous manquait, c'était de la désirabilité. Et donc, depuis 2 ans, nous avons travaillé la désirabilité, parce que la fameuse phrase de « Ouais, mais l'argenterie, ça passe pas à la machine à laver, quoi. » Donc, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est pas vrai. En fait, c'est les produits de la machine à laver qui ne sont pas adaptés
à l'argenterie. Alors, ce qui m'embête, c'est que du coup, de parler de machine à laver la vaisselle quand il y a écrit héros alors que je suis une femme, vous comprenez bien que ça met un truc de plus dans ma problématique féministe engagée, vous voyez ? Donc, tant pis, on va parler de poudre de vaisselle et de machine à laver, puisque de toute façon, on a encore beaucoup de boulot sur les aspects féministes. Et je fais une parenthèse, merci beaucoup de l'avoir dit. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai eu cette médaille, mais je la dois à Bénédicte Épinay, qui m'a cooptée, et que je te remercie une fois de plus devant tout le monde, puisque c'était un très beau coup de boost après 2 ans de 18 heures de travail par jour pour continuer à me battre pour cette belle maison. Donc je te remercie de nouveau. Entre Stanislas et moi, Bénédicte aura été beaucoup citée. Donc n'hésitez pas, elle a une veste jaune au premier rang si vous voulez la voir. C'est en effet une bonne fée. Voilà, ça c'était important. Et puis, vous dire qu'est-ce que j'ai fait sur ces 2 dernières années. Avant toute chose, m'intéresser à cette nouvelle génération. J'avais 36 ans quand j'ai pris la maison, j'en ai 39 aujourd'hui. Ce qui était intéressant, c'est pourquoi cette nouvelle génération ne veut pas d'argenterie sur sa table, alors que cette nouvelle génération veut un sac Chanel, un sac Vuitton, ou va rêver d'un sac Hermès. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit que ce qui était intéressant, c'était d'analyser le luxe intrinsèque. Donc Jean-Noël Capferrer à HEC, s'il est parmi nous, se réveillera peut-être. Quel est le statut d'acquisition d'un produit de luxe? Une jeune femme ou un jeune homme, quand ils ont 15 ou 20 ans, ils vont commencer par rêver finalement d'un rouge à lèvres ou d'un parfum. Donc on commence par rêver du luxe par la cosmétique. Ensuite, on va commencer peut-être à rêver de petites maroquineries. Donc ça peut être un petit portefeuille, voilà. Et puis après, le soulier. Et ensuite vient la maroquinerie. Et uniquement quand vous avez potentiellement la maroquinerie, vous allez rêver du voyage, vous allez rêver de la voiture, vous allez rêver du vêtement. Parce que souvent, on s'offre le vêtement après la maroquinerie, parce que la maroquinerie et les chaussures, c'est quelque chose qu'on peut mettre plus souvent que le vêtement. Donc on a besoin de montrer un certain statut. Mais à quel moment on rêve d'une ménagère ? Je vous assure que ça m'a empêché de dormir quand même. Parce que, si vous voulez, quand vous vous adressez à des gamins de 25 ans et que vous vous dites comment je vais le faire rêver du ménagère, il va falloir se lever très tôt. Donc, je me suis dit, quand je parlais à mon comité exécutif, les gros problèmes que j'avais, c'est petit 1, on n'a pas suffisamment de stock, parce qu'on n'a pas suffisamment d'orfèvres, parce qu'il n'y a plus de formation, donc hashtag Bénédicte Épinay, pour parler avec Rima Abdul Malak, tout ça, pour faire des formations, créer une école Christophe d'orfèvre, etc. Ok, mais temps long du coup. Moi, je me serais fait sortir par le groupe Chaloub avant, vous voyez ? Donc, il fallait autre chose. Option 2. Où sont les produits Christophe ? Parce que j'arrive pas à en fabriquer assez pour les vendre, il m'en manque pour faire mon chiffre d'affaires et mes objectifs, mais où sont-ils ces produits Christophe ? Où est-ce que je peux en trouver ? Ouais, mais là je peux pas les acheter, ni les voler. Alors, en fait si, mais ça c'est une autre histoire, on en reparlera. Bravo. Et les brocantes, dans tous les marchés de Paris, de France et de Navarre, il y a du Christophe, dans n'importe quelle brocante, et n'importe quel vide-grenier. Donc vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous faites celle de l'avenue des Ternes ou de l'avenue d'Iéna, à peu près tous les 3 mois, ou celle là juste à côté, la rue de Bretagne. Okay, vous allez n'importe quelle ville en France, dans une brocante ou dans un marché, vous avez un produit Christophe. Donc j'ai dit à mon équipe, vous savez quoi ? On n'a pas suffisamment d'artisans pour fabriquer suffisamment, ok ? Il nous va falloir un temps long de formation, on va se faire aider, on va faire un lobbying étatique, etc. pour bien sûr récupérer nos savoir-faire et fabriquer plus, très bien. Mais ça suffira pas et ce sera pas suffisamment rapide. Donc en fait, vous savez quoi ? On va racheter les produits qu'on avait déjà fabriqués, puisqu'il y en a partout. Et en plus, ça tombe bien, ça s'appellerait pas de l'économie circulaire, ce truc ? Alors là, je vous dis franchement, mon comex, ils m'ont pris pour une dingue. Donc j'ai vraiment cru que il viendrait plus. Et en fait, on a racheté énormément de produits auprès de Drouot, de Sotheby's, de Brocante. On a appris des experts du vintage. Donc par exemple, Mon Vintage, qui a travaillé sur le magnifique espace du printemps sur la seconde main, par exemple, qui s'appelle 7e ciel. Et on a racheté comme ça plein de collections Christophe. Alors soit des collections qu'on avait au catalogue, parce que parfois la patine est très belle, et on a aussi racheté des produits de collection. On les a certifiés Christophe, on les a réparés, on les a nettoyés, parfois même on les a réargentés, on les a repolis ou remis dans des bains d'argenture.
et on les a revendus moins cher que du produit neuf, évidemment. Ça a cartonné. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle génération, d'abord, elle aime le mix and match. À la différence de l'époque de Bernadette Chirac qui portait le total look Chanel avec la jupe en tweed, la veste en tweed et les chaussures en tweed, ce qui est tendance aujourd'hui, j'espère, parce que c'est comme ça que je suis habillée, c'est d'avoir des ballerines Chanel avec un jean H&M. Ok ? Ben, si, surtout sur la collection Conscious, qui est très bien, je vous le recommande. Il est hyper confortable parce qu'il n'y a absolument aucun problème à mélanger le mix and match, parce que si on n'assume pas ce mix and match-là, c'est aussi tourner le dos à 95% de la population. Parce que quand on voit les chiffres de certaines marques que je ne vais pas citer, qui récemment ont fait des levées de fonds de dingue, il faut accepter que oui, il y a des marques qui, même si elles ont fait de la fast fashion pendant longtemps, sont en train de changer leur paradigme et font des vrais efforts. Et il faut aussi les accompagner dans ce changement-là et accepter le fait qu'elles font des vrais efforts. Moi, je pense que c'est important de le reconnaître. En revanche, celles qui n'en font pas doivent, à mon sens, plus payer de taxes, etc. C'est un autre sujet. Mais il y a des marques, même qui étaient dans le fast fashion avant, qui font machine arrière. Et la rédemption est aussi importante à accepter, je pense. J'ai dit conscious, je peux le prouver. Donc ça, je pense que c'est important, le mix and match. Et justement, dans l'argenterie, c'était un peu le propos, c'est qu'en fait, on faisait des tables qui étaient toujours extrêmement classiques à la française. Et finalement, la nouvelle génération, elle ne se retrouvait pas du tout dans ce truc-là. Et c'était complètement obsolète d'avoir des tables qui soient trop figées comme ça. Et donc, d'apporter ce côté mix and match en dire, bah oui, tu peux mettre un produit que tu as hérité de ta grand-mère ou une ménagère que tu as eue pour ton mariage, etc., avec un produit neuf ou une assiette que tu aurais acheté dans une brocante, par exemple, bah oui, c'est tendance, en fait. Et le mix and match est tendance. Et donc, le vintage l'est, d'autant plus sur une marque comme la nôtre, parce que intrinsèquement, ce que ça explique, c'est que notre produit last forever. Et que notre produit se transmet de génération en génération, et que c'est donc un produit d'héritage qui finalement, parfois, souvent même, est encore plus beau dans le temps qu'il l'est même parfois neuf, par goût. Et ça, c'était vraiment une découverte. Et l'appel, enfin la réception qu'on a eue sur ces produits vintage était vraiment extraordinaire. Mais faire uniquement ça ne suffisait pas. Il fallait aussi, je remercie Stanislas de l'avoir cité tout à l'heure, toucher à ces nouveaux sujets que sont le métaverse et les NFT. Et on a, grâce au groupe Chaloub, également lancé nos premiers NFT et on a été sold out, c'était l'année dernière, en 5 minutes. On a été le plus beau succès, donc grâce à Exclusible que tu as cité tout à l'heure, Stanislas, on a été le plus gros, le meilleur lancement de NFT dans le luxe, devant Vuitton, devant beaucoup d'autres. Et on était très fiers parce que qui aurait imaginé que sur des NFT, un produit comme Christophe puisse marcher ? Moi, je vous dis franchement, j'y croyais pas. Quand l'équipe m'a dit on va le faire, on est sûr que machin, j'ai dit ok, on y va, mais franchement j'y vais, mais j'ai peur. Vous connaissez le film, la neige est trop molle, tout ça, voilà, c'était un peu ça. Je voulais vraiment pas y aller et j'avais tort parce que ça a été un carton tout de suite. Et ce qui est assez sympa, c'est de voir le rapport du NFT avec l'art en fait. Et c'est ce que tu disais Stanislas tout à l'heure, je te rejoins là-dessus. C'est que du coup c'est certifié intrinsèquement parce que c'est un NFT, c'est RSE parce que c'est un NFT, et aussi ça nous permet de rentrer dans le statut d'art, dans le sens où ça se collectionne, dans le sens où voilà. Et ça c'était très intéressant parce qu'on était très légitime là-dessus, parce que Christophe est avant tout de l'art, puisque peut-être vous le savez, mais il y a 2500 pièces de Christophe au Louvre. L'escalier Napoléon du Louvre, par exemple, c'est du Christophe aussi. Donc en fait, Christophe, et puis le MAD, j'en ai parlé tout à l'heure, Christophe est vraiment au cœur de l'art. J'en profite pour faire une annonce officielle puisque ça va sortir bientôt et donc c'est déjà... Il va y avoir l'exposition Christophe au Musée des Arts Décoratifs, donc en octobre 2024. On est très content de ça. Donc après Mugler, après Schiaparelli, après Dior, il va y avoir la rétrospective de la maison Christophe et c'est une grande fierté pour moi de pouvoir porter ce projet, parce que cette maison mérite justement de pouvoir raconter son histoire. Et je vais faire une petite anecdote là-dessus. Est-ce que vous saviez, par exemple, que pendant la Première Guerre mondiale, la maison Christophe a fabriqué pour les gueules cassées, pour les poilus, des masques de reconstruction faciale en métal pour les gueules cassées. Est-ce que vous saviez que Christophe, lors de la Seconde Guerre mondiale, a caché un peu plus de 125 enfants dans les presses de nos couverts à Saint-Denis, dans notre manufacture, pendant le Veldiv, la rafle du Veldiv? Est-ce que vous saviez que la maison Christophe avait également été réquisitionnée pour fabriquer des obus pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale? C'est légitime puisqu'on est dans la métallurgie, donc voilà, et pour fabriquer des armes.
Voilà, cette maison, en fait, fait partie de l'histoire de France, comme probablement aucune autre maison de luxe, en fait, parce que la joaillerie, la maroquinerie, etc., ce sont des maisons sublimes, dans lesquelles j'ai eu la chance de travailler pour certaines, qui sont sublimes, mais qui sont ce que j'appelle du luxe d'apparat, c'est du beau. Cette maison, Christophe, elle a vraiment fait la guerre. Elle a fait la guerre de France. Et donc, on lui doit beaucoup plus qu'on ne le sait. Et surtout, ce qui est très triste, c'est que personne ne le sait. Donc moi, mon job depuis 2 ans, c'est uniquement de tenter d'être la meilleure ambassadrice possible avec mon comité exécutif pour re-raconter cette histoire merveilleuse, parce qu'en fait, cette marque mérite, et c'est pas uniquement découvert. Et souvent, on me dit, enfin, j'ai entendu des jeunes me dire, ouais, enfin, ça va, c'est qu'une fourchette. Autant vous dire que là, ça me... Parce qu'en fait, est-ce que vous savez que chez Christophe, pour faire une fourchette, il faut 100 mains. Il faut 50 personnes, 2 mains par personne. Entre le moment où on grave une matrice, parce que c'est une fabrication artisanale à l'ancienne, jusqu'à l'arrivée en boutique, il y a 100 mains. Et donc, ça veut aussi dire que par rapport à d'autres maisons qui font le même métier que nous, on est vraiment sur un travail de métier d'art de la main, avec des savoir-faire ancestraux qui se perdent. On a des meilleurs ouvriers de France dans nos ateliers. On a un atelier de haute orfèvrerie. Donc c'est comme la haute joaillerie, mais de haute orfèvrerie. On n'a plus d'école de formation. Il y avait l'école Boulle et l'école Tanné. Vous allez me dire, c'est quoi l'orfèvrerie de table? Alors, à la différence de l'orfèvrerie dite joaillière, qui fait du sertissage, de la gémologie, on a en commun le polissage. Sur l'orfèvrerie de table, il y a 3 techniques. Il y a tout simplement le repoussage, la ciselure et le planage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous partez ce qu'on appelle un burin en bois, donc une matrice en bois qui va donner une forme d'une théière, etc. Et vous prenez juste une plaque en métal et avec un marteau, vous tapez sur la plaque en métal, elle-même sur le mandrin en bois, pour faire la forme d'une théière. Je vous invite à essayer. Moi, j'ai essayé. Je peux vous dire que c'est extrêmement difficile. Donc, humblement, la seule chose que je pense qu'il faut absolument faire, c'est de raconter l'histoire de cette maison pour dire que non, ce ne sont pas que des couverts, c'est aussi toutes les dates d'Europe, c'est toute la géopolitique d'Europe, tous les grands contrats, tous les grands actes qui se sont faits autour de ces couverts, parce que comme vous le savez, la culture française est autour du repas, tout se négocie autour de déjeuner, etc. Et donc en fait, Christophe finalement a vraiment œuvré et participé à l'histoire de ce pays, mais aussi à l'histoire de l'Europe, de manière absolument extraordinaire. Et ce qui est fou dans cette maison, c'est que vous soyez à Tokyo, à New York, au Brésil, à Sao Paulo, en Argentine, même à Sydney, tout le monde connaît Christophe. C'est extraordinaire l'impact intellectuel que peut avoir, enfin la Madeleine de Proust que peut être cette maison. Voilà. Vous donner quelques chiffres peut-être aussi, parce qu'on les partage récemment. Donc on a fait 52% de croissance en 2 ans. On est parti d'un chiffre post-Covid qui était un peu compliqué, puisqu'il y a eu beaucoup de fermetures de boutiques, etc., où on était aux alentours de 50-55 millions, pour arriver aujourd'hui à 84 millions en 2022. Donc on est extrêmement fiers d'avoir retourné cette maison, c'est le cas de le dire, parce que c'est du retournement. Et surtout, ma plus grande fierté, c'est ces investissements autour de tout ce qui est féminisation des équipes, très important, donc un COMEX qui était majoritairement constitué d'hommes qui maintenant est majoritairement féminin. Un développement de la RSE au sein de la maison pour suivre finalement aussi la tendance que le groupe Chaloub nous inculque, puisque le groupe Chaloub est extrêmement investi sur ces sujets d'RSE. Donc ça, c'est vraiment essentiel. On essaye, et on sera probablement Bicorp avant la fin de l'année. Donc on tente une certification Bicorp, parce qu'il nous a demandé ça paraît anodin, mais de changer l'intégralité de l'électricité d'une usine, de passer en LED par exemple, de travailler l'inclusivité dans nos recrutements, la féminisation des équipes, juste le rééquilibrage des salaires hommes-femmes à poste équivalent par exemple. C'est vraiment une marotte depuis que je suis arrivée, mais ça prend un temps infini. Et dans la métallurgie industrielle, je peux vous assurer que c'est pas quelque chose de naturel. Donc on a fait tout ça. Et donc ces sujets de RSE, on a surtout travaillé le S pour le moment. On commence à travailler le E. Et je pense que de toute façon c'est la clé, et particulièrement l'économie circulaire, et de prouver que finalement, je crois que c'était Jean-Louis Dumas qui avait dit ça, je n'ai pas les moyens d'acheter pas cher. Mais
c'est un peu ça. Ça veut dire que oui, une fourchette Christofle est peut-être plus chère qu'une fourchette lambda, mais elle est aussi la fourchette de 2 ou 3 ou 4 générations. Donc finalement, elle est beaucoup moins chère qu'une cuillère que l'on jetterait en 2 ou 3 ans. Donc moi, j'ai envie de me battre pour ça. Et j'ai envie de me battre pour raconter à mon fils que le vrai luxe, merci Stanislas, c'est le luxe qui se répare, c'est certain, mais c'est aussi celui qui raconte une histoire. Je pense aussi que l'incarnation dans le produit est essentielle, et je pense que CSR, RSE, peu importe comment on l'appelle, c'est aussi ça. C'est de donner du sens. Et c'est cette nouvelle génération, elle a besoin de sens. Et ce qui leur a plu, je pense, dans cette nouvelle désirabilité qu'ils ont trouvée chez Christofle, c'est parce qu'on a tenté de donner du sens. On leur a pas juste dit c'est plus cher parce que c'est plus cher. Non, c'est plus cher parce que il faut 100 mains, parce qu'on est en recherche de savoir-faire, parce qu'on a travaillé l'histoire de France, parce qu'on était là à tel et tel endroit, parce qu'on a eu des artistes extraordinaires qui ont travaillé pour la Maison Christofle, André Poutman, Joe Ponti, Mucha, pas dans le bon ordre, Alphonse Mucha, Ferginstadt, voilà, et tant d'autres. Et donc, tout ça, ça a un prix. Mais la seule chose qu'on ne s'autorisera jamais à quitter, c'est l'éthique et la déontologie que porte la famille Chaloub, pour ceux qui les connaissent. Ce sont des gens extraordinaires, avec une éthique et un sens de l'amour et du partage qui est rare. Et donc, la Maison Christofle leur doit beaucoup, mais la France leur doit beaucoup aussi, parce que cette maison mérite son statut de grande marque de luxe française. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui.